Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce nouveau webinaire, les clés pour agir numéro 4, intitulé Comment réussir la participation citoyenne dans les projets d'habitat. Donc, il s'agit d'un nouveau webinaire organisé dans le cadre de la saison thématique euh, Comment réussir la participation citoyenne, pardon, comment favoriser l'engagement citoyen dans la mise en œuvre des projets. Moi, je suis Emmanuelle Lebris, pardon, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain à l'ANCT, donc j'aurai le plaisir d'animer ce rendez-vous. Comme d'habitude, mais je crois que généralement il y a assez peu de soucis, mais si vous avez des soucis techniques, vous pouvez nous en faire part dans le chat. Et puis, si vous souhaitez que je relaie des questions à nos intervenants du jour, vous pouvez les poser dans l'onglet questions-réponses en bas au milieu de votre écran. Donc, ce webinaire, les clés pour agir, donc c'est le quatrième de ce type dans le cadre de cette saison. Et nous avons souhaité pouvoir vous présenter et aborder la question de la participation citoyenne dans les projets d'habitat. Vous le savez, la question de la rénovation énergétique ou de la rénovation des bâtiments et des logements dans les projets de revitalisation sont particulièrement importants. Nous avons d'ailleurs consacré toute une saison sur ces enjeux-là l'année dernière, pardon, et vous pouvez retrouver tous les replays et toute la production sur le site de la NCT ou sur la page YouTube Petite Ville de demain. Donc la question de la rénovation énergétique, c'est une façon d'appréhender les enjeux et les traitements d'habitat indigne, de lutte contre la précarité énergétique des ménages, et c'est aussi l'occasion de faciliter l'adaptation des logements à la perte d'autonomie. Nous en parlerons aujourd'hui, notamment dans le cadre d'un projet d'habitat inclusif, mais il s'agit aussi aujourd'hui de vous présenter les outils et les méthodes pour favoriser la participation citoyenne dans les projets d'habitat. Donc, Claudine, Madame Pézeril, je vous invite à couper votre micro si c'est possible. Ouais, Merci beaucoup. Je poursuis l'introduction et je donnerai rapidement la parole à nos intervenants du jour. Mais donc, comme d'habitude, nous avons le plaisir de mettre à l'honneur une petite ville de demain, des petites villes de demain même, puisque nous avons aujourd'hui le plaisir d'entendre au titre des communes de Plouguerneau, de Plabennec et de Lannilis. Tout d'abord, le conseiller municipal de Plouguerneau, qui est également délégué à la communication et la langue bretonne et vice-président de l'Interco des communes du pays des Abers, Andrew Lincoln. Bonjour monsieur. Nous entendrons également Léa Marchardour, chef de projet Petite Ville de demain à l'intercommunalité. Ces trois communes comptent chacune entre 5 500 et 8 500 habitants à titre indicatif. Et puis, après cette présentation de projets d'habitat inclusif et de concertation menée dans le cadre des projets de colorisation des façades du centre-ville, nous aurons également le plaisir d'entendre trois autres intervenants. Martin Dacieux, directeur de l'habitat de l'association Compagnons des bâtisseurs, Claudine Pézeril, directrice et fondatrice de l'association Les Locomoteurs, mais également aussi Chloé Bilot, responsable de projet de l'ADRE pour l'Association pour le développement réseau des territoires et des services. Je vous laisserai évidemment présenter votre structure et votre action, mais je vous propose tout d'abord d'entendre finalement le témoignage de nos représentants Petite Ville de demain du jour. Je vous laisse la main si vous le voulez bien. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc Léa Machadour, donc comme ça a été dit, donc chef de projet Petite Ville de demain pour la communauté de communes du Pays des Abers. Donc, j'accompagne les communes de Plouguerneau, Plabennec et Lannis. Et Andrew Lincoln, donc élu municipal à Plouguerneau et aussi vice-président des finances ici à Plabennec pour la communauté de communes. Donc, on va vous présenter aujourd'hui deux projets qui sont en cours sur notre territoire dans le cadre de l'ORT. Donc, un projet d'habitat inclusif à Plouguerneau et un projet de colorisation des façades du centre-ville, donc pour le coup qui est porté par les trois communes Petite Ville de demain. Donc c'est vrai qu'à Plouguerneau, il y a une vraie culture de la concertation citoyenne et de la participation citoyenne. La commune a même fait en tout début de programme PVD la réalisation d'un diagnostic partagé avec les habitants. Donc c'est dans chaque projet qu'on accompagne là sur ce territoire, on a une facette sur la concertation citoyenne, pardon, et sur le projet d'habitat inclusif, j'avais envie de vous en parler parce on a un regard particulier vu qu'on est accompagné par un cabinet de sociologie.
Donc, ce projet d'habitat inclusif, pour en dire quelques mots, en fait, il s'insère dans un projet de réhabilitation d'une ancienne école, d'une école qui est encore en activité, dont une partie des locaux sont vacants. Donc, il y a une partie des locaux qui va être réhabilitée par Brest Métropole Habitat, donc bailleur social, à destination donc, de logements inclusifs pour seniors. Et il y aura aussi la réalisation d'espaces de vie partagés. Il faut savoir que ce projet est grandement financé par l'État dans le cadre du Fonds vert il est aussi lauréat de l'AMI Habitat Inclusif, ce qui nous permet d'avoir un vrai travail de concertation et d'accompagnement de la collectivité sur la participation citoyenne dans le cadre de ce projet. Est-ce que c'est... Voilà. Pour dire juste 2 mots sur l'habitat inclusif, donc c'est une forme d'habitat en fait qui est accompagné et partagé. C'est un habitat qui s'adresse soit à des personnes âgées, soit à des personnes en situation de handicap. Donc, dans le cadre de ce projet, on est vraiment sur plutôt une cible personnes âgées. En termes de logement, on est sur du logement ordinaire avec un habitat individuel, des logements qui seront dédiés à chaque personne, mais on est sur une réflexion qui permet le vivre ensemble. Et donc, il y a à la fois des espaces individuels et des espaces de vie commune. Donc là, il y a des questions forcément d'espace de vie commun à l'échelle de l'opération et de la résidence, donc pour les personnes qui vont y habiter, mais aussi des réflexions qui se posent d'espace de vie commun entre les résidents et l'école, qui est encore activité, donc en activité avec des enfants. Et on a en plus de ça la chance d'avoir juste au nord de l'école une association qui travaille sur un jardin partagé. Donc, il y a aussi des réflexions d'espace de vie commun à l'extérieur qui permettraient d'avoir un espace partagé entre l'école, entre l'association et les personnes qui viendront habiter dans ces logements. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est quand même qui nécessite aussi de réfléchir sur un projet de vie sociale et partagé. Donc, c'est pas simplement une enveloppe architecturale et de l'habitat, c'est aussi une réflexion sur comment on vit ensemble. Et du coup, les élus ont décidé de faire appel à un cabinet extérieur pour les accompagner sur la construction de ce projet de vie sociale. Et donc, on a fait appel à Manafactory, qui est une agence de sociologie et de communication. Et on a eu la chance d'être lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, donc Habitat Inclusif, qui a rendu possible aussi le financement de cet accompagnement. Donc, il y a toute une démarche de concertation qui est mise en place dans le cadre de ce projet. Là, on en est un petit peu aux prémices. Hein. Ça fait pas mal de temps que le projet est en cours, mais l'intervention de Manafactory est assez récente. Aujourd'hui, on a mis en place des ateliers déjà de travail avec un panel de personnes âgées. Donc là, en fait, les ateliers de travail sont vraiment ciblés sur le public qui pourrait venir investir ces logements. Donc des personnes âgées. Pour ça, du coup, Manafactory on a fait un ciblage en fait en passant par des bénévoles du CCAS, par les associations qui sont présentes sur le territoire, de la Gym douce, etc. Et ça nous a permis d'avoir une belle représentation de personnes qui plus est, qui étaient intéressées en fait par l'idée de lâcher leur maison actuelle pour venir dans ce type de projet. Donc, on a pu faire des ateliers avec des personnes qui avaient un vrai intérêt pour ce projet et qui potentiellement pourraient aussi devenir des futurs habitants du site. Ateliers qui nous ont permis en fait de dégager des besoins qui n'avaient pas forcément été identifiés à la base du programme. Donc, par exemple, un besoin qui s'est exprimé sur le fait d'avoir des logements, un logement supplémentaire qui permettrait l'accueil de familles. L'idée étant que chaque personne puisse avoir son propre logement sur une surface plus réduite, donc sans chambre supplémentaire, mais qu'on ait soit une chambre partagée, soit même un logement partagé à l'échelle du projet, ce qui permettrait d'accueillir les petits-enfants, les gens de passage, etc. Autre point aussi intéressant qui est ressorti de ces échanges, c'est
la volonté de la part des personnes d'avoir un espace extérieur dans lequel ils pourraient se retrouver, dans lequel ils pourraient partager, mais par contre pas de volonté d'avoir forcément un jardin qui devrait eux entretenir. Donc il y a tout un rapport aussi avec l'association qui est en train de se construire. Et donc ça, c'était des premiers ateliers au début du processus de construction du projet architectural. Donc BMH, le bailleur qui prendra en charge le projet, est présent à chaque fois lors de ces ateliers. Et en fait, là, on est en train de construire à la fois le projet de vie sociale et partagée et le projet architectural. Parce que se pose par exemple la question d'avoir un espace commun dans l'école qui serait en fait un lieu dans lequel les personnes âgées et les écoliers pourraient venir se retrouver. Sachant qu'on a quand même deux projets qui doivent également vivre chacun de leur côté, hein. L'idée n'étant pas qu'il y ait des liens tout le temps, mais des espaces vraiment spécifiquement dédiés à des activités communes. Est-ce qu'Andrew, tu veux dire un mot en plus sur ce projet peut-être? Bon, peut-être les participants sont frappés d'abord par la nature du bâtiment. C'est un immense bâtiment lié un peu à l'histoire de l'enseignement en Bretagne et notamment dans le Finistère. C'est-à-dire que historiquement, presque tout le monde était à l'école privée. La commune est déjà propriétaire depuis les années 70 de ce qui était autrefois l'école des garçons. Et le bâtiment que vous avez vu était historiquement l'école des filles, qui est devenue donc l'école principale privée sur la commune, qui est en fait presque l'ensemble des propriétaires donc, de la commune à travers le CCAS. Donc c'est l'école qui est venue vers nous en disant qu'en gros, vu la démographie scolaire, qui n'avait plus besoin de l'ensemble du bâtiment, il y avait des problèmes de chauffage, d'assurance, etc. Et donc, on travaille toujours avec eux et donc avec BMH, le bailleur social, pour trouver le bon découpage du bâtiment entre les besoins de l'école qui priment dans un premier temps et ensuite un découpage qui rend possible notre projet donc de logement inclusif. Je vous laisse poursuivre sur le second projet. Oui, alors second projet, donc c'est un projet de colorisation des façades du centre-ville. Donc là, pour le coup, c'est une démarche qui est partagée par les trois territoires PVD du Pays des Abers, donc la Nice, Plabennec et Plouguerneau. L'idée étant d'accompagner en fait la mise en valeur des façades du centre-ville, d'égayer les centres et puis de redonner le caractère aussi, un caractère patrimonial, d'améliorer l'aspect et la qualité urbaine des centres. Donc pour ça, on a lancé une étude avec Madame Pézard du cabinet Amazing qui accompagne ces trois communes sur cette réflexion. Donc il y a tout un diagnostic qui a été conduit sur l'état des façades, les couleurs, les ambiances urbaines. Par exemple, à Plouguerneau, il y a tout un travail sur l'ambiance de bord de mer, parce qu'on a une commune qui est à proximité de la mer. Et à partir de là, en fait, Madame Pézard, en tant qu'architecte, coloriste, a fait tout un travail de proposition de gamme de couleurs qui permettait en fait de raconter une histoire en fonction de palettes qui étaient choisies. Et les élus, dans le cadre de cette étude, ont fait le choix également d'ouvrir le travail à la concertation. L'idée étant de pouvoir avoir un regard partagé sur la gamme de couleurs qui sera validée dans le cadre de cette démarche. Et après, de préfigurer une potentielle intervention donc, au travers d'un programme de ravalement des façades et donc d'une aide de la part des communes aux propriétaires qui voudraient ravaler leurs façades dans le respect du plan de coloration qui aura été défini. Si on peut passer. Donc pour ça, sur la base du travail qui a été produit par le prestataire, il y a eu une réunion publique qui a été organisée avec les habitants.
juste en termes de comment on s'est organisé, il y a eu à la fois une communication grand public sur le site internet, sur le BIM, donc voilà, par les canaux plutôt communs. Et il y a également eu un boitage en fait qui ciblait directement les propriétaires pour pouvoir avoir un peu plus de représentation des personnes qui étaient concernées dans le secteur, enfin, potentiellement concernées par le dispositif. Je peux vous demander, pardon de vous interrompre, ce que c'est un boitage, même si je crois l'avoir compris. C'est les boîtes aux lettres. Ok, donc Donc, voilà, pardon. les petits Peut- flyers là, qu'on voit sur la gauche qui ont été directement mis dans les boîtes aux lettres des propriétaires du périmètre d'études. Merci, je m'en doutais, mais voilà, je préférais lever une éventuelle. Ça marche, je vous laisse poursuivre. Et en termes de méthode, donc sur la diapo d'après, donc en fait, la prestataire a travaillé sous la forme du système de vote indicatif. Donc en fait, ont été présentés déjà le diagnostic, hein, la démarche, et puis des ambiances. Et donc chaque participant avait, avec une gommette, pouvait venir s'exprimer sur la palette qui lui semblait le plus appropriée. Donc là, par exemple, typiquement sur ces ambiances-là, on voit que l'ambiance 2 avait plus d'engouement que la 1. Et ce qui permet en fait de relever aussi des tendances par rapport au choix qui était proposé. Et en parallèle, les habitants avaient aussi la possibilité de venir s'exprimer de manière libre, donc avec en fait, il y avait une frise qui était posée sur plutôt positif ou plutôt négatif, et de mettre des commentaires qui permettaient d'amender aussi le projet. Par exemple, sur la commune de Plabennec, la prestataire a fait la proposition en fait d'avoir une palette de couleurs très très colorées pour les pignons, quelques pignons emblématiques du centre. Et ça, c'est un élément qui a pas mal fait débat, où on a eu beaucoup de commentaires sur cette palette-là, sur le fait que ça venait un peu dénaturer, au contraire, l'image du bourg. Donc, ça a permis aussi d'avancer dans la réflexion sur le projet de colorisation des façades. Et donc, par rapport à ce projet-là, on en est maintenant à un stade où on essaye de préfigurer justement un dispositif d'accompagnement. Donc là, on est tout dans une phase plutôt préopérationnelle pour voir en fonction du nombre de façades à rénover, quel pourcentage de subvention, quels critères. Est-ce que on va aller favoriser par exemple les réflexions qui sont un peu plus complexes, donc lorsqu'il y a aussi un travail peut-être de mise en valeur du patrimoine, etc. Donc on est dans cette phase plus préopérationnelle. Et il y aura toute une phase de concertation et de communication qui arrivera à la suite. Andrew, tu veux dire un petit mot? Oui, la réunion publique était très intéressante et très positive, je dirais. En fait, tout le monde était un peu dans un esprit de proposition, et c'est une belle illustration de comment on peut essayer d'avancer sur tout ce qui n'est pas directement maîtrisé en termes d'espace public. Parce qu'on va vous présenter tout à l'heure donc, un projet plus global sur les espaces publics du bourg, mais on se rend compte que les espaces publics sont une toute petite partie du bourg, et que ce qui est nettement plus difficile, et là où il faut être créatif, c'est arriver à avoir un impact sur le foncier privé qui est en mauvais état, pour donner un nouvel élan au bourg. Et là, à travers ce projet, et couplé d'ailleurs avec d'autres interventions avec le bailleur social qui a acheté l'un des bâtiments qui était illustré avec une nouvelle belle façade. On espère enclencher donc cette dynamique avec les propriétaires. Mais c'est assez complexe parce qu'il y a des bâtiments très dégradés, et on ne souhaite pas simplement avoir de jolies façades avec derrière des logements Mm. insalubres. On est en train de travailler sur un petit peu le package financier pour essayer de faire en sorte qu'on avance en profondeur sur un certain nombre de bâtiments. Mm. C'est à vous encore pour terminer sur la rénovation des espaces publics.
Oui, c'est ça. Alors, c'est une petite discrétion parce que le sujet, c'était plutôt sur la question de l'habitat, mais c'est un projet phare hein, du programme de l'ORT sur la commune de Plouguerneau, avec pour le coup un large travail de concertation qui a été mené. Donc, je le disais en introduction, en fait, cette démarche, elle trouve son origine dans un diagnostic partagé qui a été conduit avec les habitants sur le bourg, qui a permis de mettre en valeur qu'il y avait une vraie problématique au niveau des espaces publics, un manque de lisibilité, un manque de sécurité. Voilà, donc après un travail qui a été mis en œuvre. On peut passer la diapo Ouais. d'après. Donc ça, c'était ce premier temps de diagnostic partagé qui a mis en évidence le besoin d'intervenir sur les espaces publics. Donc à la source, déjà, les habitants qui ont été euh, concernés par ce projet, qui ont permis l'émergence de ce travail. Et donc après, tout au long de la démarche de conception du projet, si on peut passer la diapo, il y a aussi tout un travail de concertation donc, avec plein de formes qui a été mené, soit sous forme de réunions publiques, des ateliers de travail sur le végétal, des ateliers de travail avec les commerçants, avec les chambres consulaires, avec les résidents du centre, etc. Et puis une communication plus large. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant en termes de retour d'expérience, c'est aussi donc il n'y a pas encore le retour d'expérience, que ça sera mené plus tard, mais c'est l'idée qui va être mise en place des comités de suivi durant le temps du chantier, avec donc habitants, commerçants et élus. Idée que je trouve particulièrement pertinente parce qu'elle permet aussi d'accompagner en fait la création du chantier, de débloquer des situations qui pourraient être complexes pour les habitants. Donc ça peut être sur d'autres projets. Et puis la question aussi de la mise en place de chantiers participatifs qui permettent un investissement aussi de la population dans le cadre des projets. Donc ça, c'est une démarche qu'on fait aussi sur d'autres territoires, sur la commune de la par exemple, où il y aura un travail aussi sur des chantiers participatifs. Oui, donc les Merci. travaux sont programmés pour le mois de septembre et le comité de suivi sera mis en place à la fin du mois de juin. Très bien. Merci beaucoup pour ces illustrations qui montrent que l'engagement et la participation citoyenne peuvent être euh, travaillés dans n'importe quel cadre ou en tout cas dans beaucoup de projets. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous redonnerai la parole s'il y a des questions qui vous sont adressées. C'est pour l'instant pas le cas. Je vous propose d'entendre le témoignage et l'intervention d'autres associations locales ou nationales qui sont susceptibles aussi d'apporter leur contribution à ces démarches de participation citoyenne. Je donne la parole tout d'abord à Martin Dacieux. Donc, vous êtes directeur de Habitat, pardon, de l'association Compagnons des bâtisseurs. Quelle est votre offre de service et quels sont les différents outils ou modalités d'intervention que vous proposez? Merci, bonjour à toutes et à tous et merci la NCT de m'avoir convié à ce webinaire qui résonne avec le projet des compagnons bâtisseurs puisque la démarche citoyenne à travers les projets d'amélioration de l'habitat, c'est notre méthodologie d'intervention à travers notamment l'auto-réhabilitation accompagnée. Alors, je vous propose de présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment ça s'incarne notamment sur les communes petites villes de demain. Donc le mouvement Compagnon Bâtisseur, c'est un mouvement relativement ancien puisqu'on a plus de 60 ans d'existence, avec un cœur d'intervention, c'est le mal logement. On intervient notamment sur toutes les problématiques d'amélioration de l'habitat à destination des ménages précaires. Et on a développé une méthodologie singulière qui est l'auto-réhabilitation accompagnée. Ça signifie d'aider les habitants à réaliser les travaux d'amélioration de l'habitat puisque voilà, en France, beaucoup de personnes entreprennent par eux-mêmes ces travaux de rénovation. Et l'enjeu, c'est de pouvoir l'associer enfin à une thématique, à un engagement envers la jeunesse et de promouvoir, dans le cadre des chantiers qu'on anime, la mobilisation de jeunes au service des projets d'amélioration de l'habitat, mais pas que. On a parlé aussi de chantiers participatifs sur les espaces publics. C'est également des projets qu'on mène avec les collectivités. Au niveau national, on est présent sur différents territoires et on travaille déjà avec des villes engagées dans le
programme Petite Ville de demain. Il nous manque aujourd'hui pour parfaire la couverture territoriale la Normandie, la Bourgogne et le Grand Est, mais on s'implante dans le Grand Est en tout cas à partir de juin. Et peut-être aussi on a un fort ancrage ultramarin pour nous permettre aussi de faire des projets d'amélioration de l'habitat à destination des problématiques spécifiques de ces territoires. Donc moi je représente l'association nationale sur les enjeux notamment de tête de réseau et de nouvelles implantations. Et donc, on est plus de 250 salariés, 300 volontaires et beaucoup de bénévoles, donc plus de 1000 bénévoles au service des projets d'amélioration de l'habitat. Donc, en termes de chiffre d'activité, c'est plus de 4500 interventions dans les logements, soit environ 1500 chantiers d'autoréhabilitation accompagnés. Et ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de vous présenter, on va dire, notre méthodologie, notre approche singulière au service, notamment de la revitalisation des centres-bourgs. Alors du coup, l'auto-réhabilitation accompagnée, c'est une démarche singulière qui consiste à accompagner techniquement, administrativement et financièrement les habitants dans les projets de rénovation. Il faut savoir qu'on est souvent complémentaire d'actions plus classiques, notamment portées par des opérateurs habitat en lien avec les aides publiques. Et ce qu'on peut retrouver dans l'auto-réhabilitation accompagnée, c'est notamment l'accessibilité économique des projets, puisque l'apport en industrie des habitants permet de faire baisser les restes à charge et c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, de pouvoir rendre accessibles économiquement des projets de rénovation. L'auto-rénovation en France, elle est culturellement ancrée, puisque les études de l'ADEME le démontrent, il y a un Français sur trois qui fait de façon autonome des travaux. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir sécuriser ces pratiques qui existent en fournissant à la fois un cadre financier, un cadre juridique et un cadre assurantiel. Et il faut dire aujourd'hui que l'auto-réhabilitation accompagnée commence à être institutionnalisée dans les pratiques. Elle est notamment reconnue par l'ANA, par l'ANRU, par la NCT aussi, qui nous mobilise, notamment sur les quartiers prioritaires, voire par d'autres dispositifs visant l'amélioration, on va dire, des conditions de vie des habitants. L'autoréhabilitation, c'est pour les habitants, c'est trois enjeux. D'une part, il y a une plus-value sociale. On le voit, nous, lorsque les habitants réalisent les chantiers par eux-mêmes, il y a tout un enjeu de redynamisation. On vient, à travers l'amélioration du cadre de vie, travailler d'autres problématiques sociales. On voit notamment pour les personnes assez éloignées des dispositifs classiques une vraie plus-value, puisque c'est très concret, en fait, l'autorénovation et ça produit des effets immédiats. Il y a une plus-value technique, puisqu'à travers les projets, on transmet des gestes, des savoir-faire, et ça concourt aussi à un meilleur entretien du logement par la suite, tout un accompagnement à la maîtrise d'usage. On parle beaucoup de sobriété énergétique en ce moment. Et enfin, il y a une plus-value économique, je l'ai rappelé, on est sur des coûts moins élevés. Aussi de par notre capacité, au-delà de l'apport en industrie des habitants, à mobiliser des matériaux de réemploi au service des projets de rénovation. On a des plateformes de réemploi associées. Pour les territoires et notamment pour les collectivités, l'auto-rénovation à l'échelle des quartiers permet de renforcer le lien social. On se base beaucoup sur l'entraide, puisqu'au-delà de l'apport en industrie des habitants, on vient mobiliser le voisinage. On a aussi des collectifs de chantier, notamment en ce qui concerne les projets participatifs portant sur les espaces publics. On vient aussi répondre à des besoins non couverts. On s'aperçoit que la réglementation habitat peut être assez complexe. L'enjeu, c'est de pouvoir en quelle mesure l'auto-réhabilitation peut permettre de faire sortir des situations qui ne trouveraient pas aujourd'hui de solution dans les dispositifs un peu classiques. On essaye vraiment de se positionner sur les trous dans la raquette en fonction des publics un peu compliqués à mobiliser ou en fonction de postes de travaux pas forcément éligibles aux aides publiques. Et enfin, il y a un renforcement de la cohésion pardon, un renforcement de la cohésion territoriale, puisque on essaye de s'insérer dans, on va dire, l'écosystème associatif et venir consolider des partenariats existants avec des associations déjà en tête de pont sur le repérage ou sur l'accompagnement d'autres problématiques. Alors, l'auto-réhabilitation, ça se caractérise par deux métiers au sein des compagnons bâtisseurs. L'animateur technique, qui va s'occuper de l'organisation du chantier, qui va identifier les postes de travaux à faire en auto-rénovation, qui va apprendre les gestes techniques aux habitants, réaliser le suivi et réception du chantier. Et puis l'animateur habitat, qui est plutôt dans un rôle qui vise à accompagner notamment les solutions de financement. On réalise des plans de financement, on mobilise les dossiers de subvention. Et on mène toute l'animation partenariale associée au projet. Pour l'auto-réhabilitation accompagnée, les habitants sont vraiment positionnés au cœur des projets, de la définition jusqu'à la réalisation. On va voir ce que l'habitant est en capacité de faire, ce qu'il veut faire, et aussi ce qu'il est judicieux de faire. À savoir que de temps en temps, la réponse n'est pas forcément de tout auto-rénover.
Alors, comment ça s'incarne aujourd'hui? Nous, on a essayé d'avoir une offre de service un peu complète, donc des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnés, des dépannages pédagogiques, c'est des petites interventions techniques à destination des habitants sur voilà, sur des petites interventions techniques, sur des défaillances, afin de les autonomiser par la suite sur ces projets. Et puis il y a tout ce qui relève des animations collectives. On transmet également aussi beaucoup de savoir-faire dans le cadre de nos implantations locales. Donc on a des ateliers de quartier qui sont des lieux ressources pour lesquels on a des outils tech, des bricothèques, souvent associés à des matériothèques pour pouvoir rapidement engager les projets. Et donc, on a deux formats d'implantation, l'atelier de quartier, le format physique, et le bricobus, qui est l'outil mobile, notamment sur les territoires ruraux, pour nous permettre de nous projeter sur des ménages assez isolés. Et donc, notre démarche s'inscrit aujourd'hui dans les dispositifs locaux d'intervention. Donc, mon accompagnateur Rénov', on a des associations compagnons bâtisseurs qui aujourd'hui sont reconnus mon accompagnateur Rénov'. Et dans des dispositifs peut-être un peu plus classiques qui peuvent vous parler en tant que collectivité, on a des lots d'auto-réhabilitation accompagnés qu'on peut développer dans le cadre d'OPA, de PIG. Et pour ce qui concerne notamment l'ancrage sur nos territoires, on peut s'inscrire dans les FSL au titre du maintien dans de bonnes conditions des habitants dans leur logement. Alors, en ce qui concerne aujourd'hui on va dire, petite ville de demain. Nos actions sur les territoires, il y a une dimension en fait qui est que le logement aujourd'hui conditionne fortement l'attractivité des territoires et que les centres-bourgs cumulent souvent différents types de problématiques d'habitat indigne, d'adaptation du logement au vieillissement, des enjeux de rénovation énergétique. Et on conçoit, nous, l'auto-réhabilitation comme une véritable opportunité face aux défauts de solvabilité des ménages face aussi à l'appétence des personnes pour le travail manuel. On est aussi sur des territoires où les gens ont l'habitude d'entreprendre par eux-mêmes. Et aussi, un point important, le défaut d'entreprise du BTP pour mener à bien les travaux. On est sur des carnets de commandes qui sont assez pleins. Et donc, l'autorénovation se pose souvent comme un mode de faire, puisque faute on va dire, de solutions portées par les entreprises. Au sein des compagnons bâtisseurs, on a développé deux logiques d'intervention, ce qui relève, on va dire, du maintien à domicile des habitants, comment on les aide à vivre dans des logements dignes et décents, et donc tous les projets de rénovation qu'on va faire avec les habitants au titre de l'auto-réhabilitation accompagnée. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui, il y a un enjeu à venir soutenir l'installation des nouveaux habitants et donc, l'auto-réhabilitation peut être là pour sécuriser les projets d'acquisition-amélioration. On est aussi sur des marchés de report, des logements encore bon marché, mais relativement vétustes. Et souvent, dans le plan, on va dire, de ménage, de primo-accédant, l'enjeu est de pouvoir réhabiliter une ancienne bâtisse. Et donc, tout l'enjeu est de sécuriser ces projets pour éviter que ça se transforme, on va dire, dans des projets catastrophiques. On a, nous, beaucoup d'accédants à la propriété qui viennent nous voir a posteriori et donc, tout l'enjeu est de pouvoir essayer de sécuriser cette installation. Alors, j'ai souhaité mettre l'exemple sur le Bricobus, qui est vraiment notre outil d'intervention mobile. On en a plus de 40 en France, qui porte, on va dire, un objectif d'amélioration de l'habitat de tous les jours, à destination souvent des propriétaires occupants. Et donc, on peut le mobiliser, notamment les EPCI, dans le cadre des dispositifs de type OPA, PIG, le pacte local des solidarités aussi, financé par l'État, via la CAF au titre du logement indécent. Et c'est souvent 4-5 partenaires qui viennent consolider des plans d'intervention sur des actions opérationnelles entre 100 et 120 000 euros par an en termes de fonctionnement. C'est plus d'une vingtaine de chantiers réalisés par année et beaucoup d'animations collectives. Voilà, alors après, je sais que le temps est compté. Juste en termes d'exemple d'intervention, un premier, on mène beaucoup de sécurisation électrique. C'est très important. Nous, on le voit auprès de ménages assez isolés pour lesquels, en fait, on voit que la réglementation habitat est très conséquente. Il faut faire des projets globaux et performants. Il y a un enjeu à aller vite aussi. Et les compagnons bâtisseurs peuvent faire des petites opérations coup de poing pour venir sécuriser les logements. Donc voilà, on a l'exemple d'une sécurisation avec des petits plans de financement pour lesquels l'apport en industrie est très important et notre capacité aussi à mobiliser des fonds privés. Et je vais prendre le deuxième projet très rapidement. Là, on est sur un projet beaucoup plus conséquent en lien avec l'ANA, où on est sur de l'acquisition-amélioration voilà, d'une vieille bâtisse. Et pour le coup, il a fallu porter, on va dire, un projet à plus de 60 000 euros, en lien notamment avec un fort financement de l'ANA et des collectivités, des organismes de caisses de retraite, puisque les personnes sont vieillissantes également. Et donc là, à ce titre, il a fallu porter un projet qui a mobilisé, en plus des habitants, l'ensemble on va dire, des voisins. Il y a eu tout un réseau d'entraide qui s'est fait au niveau local pour financer ce type de projet. Voilà.
Merci beaucoup, Martin. Vous avez dans l'onglet questions-réponses quelques questions, notamment sur votre réseau et sur votre implantation locale, si vous voulez bien y répondre par écrit. Je vous propose maintenant d'entendre Claudine Pézeril, pardon, directrice et fondatrice de l'association des locomoteurs. Dites-nous tous sur votre association et sur l'accompagnement que vous pouvez proposer. Ouais, bonjour. Donc, désolée, je suis arrivée un petit peu en cours. J'avais des soucis de connexion. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. C'est bon pour vous. Bon, bah, c'est parfait. Bonjour à toutes et tous et merci à la NCT également de nous avoir invités pour ce tour de visio. Alors, je pense que je vais être en contrepoint et en complémentarité avec l'intervention précédente puisqu'on travaille, nous également, avec les compagnons bâtisseurs de Bretagne. Voilà, et donc, n'hésitez pas en tout cas à réagir dans ces questions-réponses. Alors, vous pouvez peut-être démarrer. Donc, nous, on est une association, nous sommes basés sur Angers. On a démarré donc sur la région angevine et on a un peu une particularité, c'est qu'on travaille essentiellement sur les secteurs ruraux. C'est comme ça un peu qu'on s'est fait identifier. Et alors, je ne vais pas tout de suite parler d'habitat, ça va peut-être vous surprendre par rapport à la thématique de cet après-midi. Je vais d'abord aller, alors moi je suis issue du champ de l'action sociale et au cours de mon parcours professionnel, j'ai longtemps en tout cas identifié ce qu'on appelle nous dans le jargon le non-recours à l'offre publique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de ménages qui n'accèdent pas ou peu ou pas assez, en tout cas, à l'offre publique telle qu'elle est développée. Quand on parle du non-recours, c'est souvent lié aux droits sociaux des ménages. Et en fait, on s'aperçoit que la question du non-recours, elle est dans toutes les politiques publiques. Et alors, vous pouvez peut-être passer à la diapo suivante, accentuée par la dématérialisation. Et là, je vous ai mis un peu le parcours de la personne dans ces questions de non-recours aux politiques publiques. Alors après, je vais évidemment parler de l'habitat, ne vous inquiétez pas, avec des freins qu'on a identifiés, 3 types de freins, freins psychologiques, logistiques et complexité de l'accompagnement. Quand on parle de la complexité, vous voyez à quoi je fais référence et on pourrait par exemple parler d'accéder. Aujourd'hui, on a mon accompagnateur Rénov, on a effectivement un certain nombre d'aides auxquelles on peut accéder pour l'habitat. La rénovation de l'habitat. Et en fait, on voit bien que il y a des enjeux de complexité. Et en fait, la question du non-recours, elle s'opère à la fois pour tout type, tout ménage, d'autant plus quand on est plutôt en difficulté en difficulté vis-à-vis notamment du numérique qu'il faut utiliser. Et donc, le non-recours peut s'opérer donc en amont d'une demande pour un dossier X ou Y. Et puis ensuite, ça peut s'opérer tout au long du parcours. Et en réalité, je dis toujours, ça concerne tout le monde, cette question du non-recours, puisque je pense que si je faisais un tour d'horizon des personnes autour de la vision, on a tous été à même à être en difficulté à un moment donné dans une démarche administrative. Et donc, cette question du non-recours, pour avancer, je vais vous laisser avancer sur la diapo suivante. Cette question du non-recours, ce que je disais, la dématérialisation qui est très forte, c'est-à-dire que là, vous avez une étude notamment du rapport de la défenseuse des droits qui dit qu'il y a des raisons très fortes sur les questions du non-recours, de ne pas arriver à identifier, de ne pas être informé, pas arriver à identifier une aide, la complexité, je le disais tout à l'heure, la stigmatisation sociale également. Et sur la question de la dématérialisation, un tiers des Français disent qu'ils ont abandonné une démarche du fait de la dématérialisation, ce qui est assez énorme en fait, donc ça concerne vraiment beaucoup de gens. Et puis 20% des Français estiment vivre dans un territoire délaissé par les services publics. Et donc quand vous faites un peu tout ça, vous mélangez un peu tout ça, eh bien on arrive à ce non-recours. Et nous on s'y est intéressé parce qu'on se disait à l'époque, l'association elle date de 2015, et nos interventions, on a commencé à expérimenter les locomoteurs en 2016-2017. Et on s'est dit finalement que pour agir contre le non-recours, et notamment le non-recours aux politiques habitat, je vais y venir doucement, eh bien, c'est de recruter des habitants relais sur des territoires que l'on va appeler les locomoteurs, vous comprenez bien pourquoi. Et ils vont donc aller faire du porte-à-porte
auprès des populations, des habitants qui vivent sur un territoire notamment rural. Alors, je pourrais après me reposer des questions sur la ruralité ou pas ruralité, mais voilà. Et en fait, ces locomoteurs sont recrutés, sont formés et deviennent salariés de notre association. Et donc, depuis le début des locomoteurs, nous, alors moi, j'ai un cursus où j'ai travaillé beaucoup sur, alors j'ai travaillé à la MSA, Mutualité Sociale Agricole, donc j'ai notamment beaucoup travaillé sur les questions d'accession à la propriété, dégradation du logement, et puis à un moment donné, donc moi je suis la fondatrice des locomoteurs, et à un moment donné, j'ai également été référente de la cellule Habitat Indigne au département Maine-et-Loire. Et cette question du non-recours, elle était vraiment extrêmement présente. Et donc, l'enjeu, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire plus de prévention, agir plus tôt, plus vite, pour éviter qu'effectivement, à la fois la situation du ménage se détériore, et surtout, évidemment, quand on ne fait pas de travaux, et les compagnons bâtisseurs le savent, c'est un bâti qui se dégrade. Attendez, je vais vous revenir sur la diapo précédente. Et donc, ces habitants sont donc recrutés, ils font du porte-à-porte, et on va intervenir dans le cadre des programmes Habitat que vous connaissez, qui peuvent être… Alors, au début, on intervenait surtout dans des OPA. Aujourd'hui, on intervient surtout sur des OPA RU. Et puis, on est intervenu également sur des programmes d'intérêt généraux. Donc, des habitants recrutés qui font du porte-à-porte. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est par la relation de pair à pair, c'est que la porte elle s'ouvre, qu'on puisse dialoguer, identifier des besoins, en fait. Voilà. Et donc, quand on agit, quand on intervient, on est… alors, il faut qu'il y ait effectivement un portage politique. Donc, on va toujours intervenir avec évidemment l'aval des collectivités locales, des EPCI, pour derrière enclencher une mission locomoteur. Et donc, que signifie devenir locomoteur? Donc, ce sont des habitants relais. Dans les profils qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, on a des retraités. C'est globalement la moitié des effectifs qu'on a pu recruter. Et de l'autre côté, ça peut être des salariés à temps partiel. Bien souvent, alors soit ils recherchent un complément parce que du coup il y a un revenu d'appoint évidemment qui est apporté, et puis les gens viennent candidater parce que ça crée de l'utilité sociale, et c'est pour ça souvent qu'ils viennent vers nous. Et puis surtout derrière, ce qui beaucoup les intéresse, c'est créer du lien social envers les habitants, être aussi dans un dispositif, comprendre un dispositif, et c'est vraiment booster ce dispositif pour éviter le non-recours sur ces programmes habitat qui existent sur le territoire. Donc, deux missions souvent quand on intervient, c'est repérer les besoins en habitat, c'est-à-dire nous, on va agir sur deux niveaux, c'est la rénovation énergétique, tous les enjeux autour de la lutte contre la précarité énergétique, repérer de l'habitat indigne également. On est toujours assez étonné. À chaque mission locomoteur, on repère des situations d'habitat indigne qui jusque-là n'avaient été identifiées par personne, en fait, ni par des services sociaux, ni par les élus locaux. Et c'est toujours assez stupéfiant voilà, de repérer ces situations-là. Et puis, ce qu'on fait, donc en fait, là, à ce moment-là, quand on va repérer les besoins, on va d'abord informer de l'existence d'un programme, on va informer de ce qui existe sur le territoire en matière de dispositifs autour de l'habitat. Ça peut être France Rénov', ça peut être un guichet unique de l'habitat, ça peut être une cellule mal logement également lorsqu'elle existe. C'est le cas notamment en Bretagne. Et puis, lorsque donc on repère le besoin, on va orienter à ce moment-là vers les opérateurs habitat, par exemple. Donc, on va vraiment utiliser toutes les ressources locales qui vont pouvoir accompagner le ménage. Ça peut être les compagnons bâtisseurs. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur un territoire sur le centre-ouest Bretagne. Et puis, la deuxième mission que l'on peut avoir, c'est l'accompagnement quand on est sur des missions assez longues. C'est, par exemple, on a pu orienter une situation d'un ménage, et puis l'opérateur peut ne plus avoir de nouvelles de ce ménage. Et l'enjeu, c'est vraiment que le ménage puisse aller au bout de ses travaux. Et donc, les locomoteurs peuvent revenir vers le ménage en essayant de comprendre ce qui se passe. C'est ce que je vous mets, expliciter les démarches, dénouer les points de blocage. L'enjeu, c'est vraiment de l'accompagnement relationnel. On n'est pas du tout sur le technique.
Ça, c'est les acteurs locaux qui le font, les opérateurs, les compagnons bâtisseurs, voilà, tous les acteurs qui peuvent exister sur le territoire. Nous, on vient valoriser ce qu'ils font pour que ce soit porté à connaissance en fait des ménages. Et nous, du coup, on travaille vraiment cette relation de lien. Et on voit que ça marche, quoi. Hein. Clairement, c'est ce qui vient aussi repérer des situations qui étaient invisibles jusque-là, qui n'étaient pas mis en exergue auprès des acteurs et qui ne les connaissaient pas, bien évidemment. Alors, les effets, rapidement, c'est évidemment, hein, pour les ménages, c'est accéder à une information. Souvent, les ménages vous disent, nous, on a vu l'information, mais on ne se sentait pas concerné. Ou on ne pensait pas que c'était pour nous, ou que c'était pour des ménages qui avaient moins de ressources que nous. Donc, c'est souvent ce qu'on entend. Et puis, l'enjeu, c'est aussi de passer à l'action, hein, bien évidemment, lorsqu'il y a des besoins. Et pour les collectivités, c'est intéressant parce que du coup, ils se rendent compte, nous, on va vraiment faire remonter l'état du parc. Quand on est sur des OPA et rues, par exemple, on va vraiment faire remonter la vacance, l'état de vacances, là où il y a le parc tel qu'il est aujourd'hui. Et pour les élus, c'est aussi un peu une photographie, hein, à l'instant T de ce qui se passe sur leur territoire. Et puis, ça crée de la dynamique parce qu'on voit bien que derrière, on vient aussi faire prendre conscience qu'il y a des besoins qui sont passés sous les radars, malgré parfois des programmes habitat qui sont là depuis des années. Nous, on le constate. Hein, et donc, on va chercher vraiment des nouveaux besoins parce que de ménages souvent qui sont très éloignés de cette politique habitat. Et puis, l'enjeu, c'est au bout du bout des coûts évités pour la collectivité. Voilà. OK, je vais faire vite. Hein. Et j'avance. Donc, on est aujourd'hui sur 13, on a couvert depuis notre démarrage 13 territoires, on a 5 missions en cours. On est aujourd'hui sur le Maine-et-Loire, la Vendée et puis la Bretagne. Voilà, avec des missions qui varient entre 6 mois, 10 mois, 34 mois, ça dépend vraiment en fait du souhait en fait de la collectivité ou de l'EPCI. Et on a recruté jusque-là 40 habitants. Je vais vous demander voilà, de passer la nouvelle. Je vais faire très vite. Et là, on est aujourd'hui en situation de formation-action. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes sur 2 territoires du centre-ouest Bretagne. On est arrivé sur ce territoire grâce à la Fondation Abbé Pierre, avec qui on a un très fort partenariat. Et on est en train de former une structure qui est agréée France Rénov pour être formée à la méthodologie locomoteur. Et on est donc sur ces 2 territoires, Poer, Communauté et Cresse-Braise. Il y a une partie sur le Finistère et les Côtes d'Armor. Et là, l'enjeu, c'est vraiment qu'ensuite, la structure vienne utiliser la méthode locomoteur et qu'elle se l'approprie pour pouvoir bien, en fait, mener ses missions locomoteurs. Et aujourd'hui, nous, on est sollicité à l'échelle de plusieurs régions en France. Voilà, un peu rapidement. Et puis juste, vous verrez, donc nous, on a été lauréat de beaucoup de prix, dont le dernier qui est le programme PIMS, pour lequel on a un accompagnant à l'essaimage, avec une labellisation comme acteur de prévention santé, en lien notamment avec l'ARS Pays de la Loire, dans le cadre du PRSE3, pour ceux qui, voilà, pour qui ça parle, voilà, sur la question santé-environnement, voilà. Très vite. Et vous avez donc les Merci. contacts de l'association sur ce dernier slide. Claudine, vous avez quelques questions Oui. dans le chat sur lequel je vous invite à répondre. Oui. Si on a encore un tout petit peu de temps tout à l'heure, je vous donnerai éventuellement la main. Je vous propose d'entendre, merci en tout cas, notre dernière intervenante du jour, Chloé Bilot. Vous êtes donc responsable de projet à l'ADRE, l'Association pour le développement réseau des territoires et des services. Je crois que vous avez un dispositif de concertation itinérant dans les territoires de montagne alpins à nous présenter un peu en exclusivité, si j'ai bien compris. Je vous laisse la main. Oui, merci beaucoup Emmanuel et merci encore à la NCT de nous avoir sollicité pour intervenir. Je vais essayer d'être brève, je vois le temps qui défile. Très rapidement, en 2 mots, l'association ADRE a pour objectif de développer les services au public dans les zones rurales et spécifiquement du massif alpin, qui est notre zone géographique d'intervention, même si des fois on va un petit peu plus loin, mais notre cœur d'activité trouve sa place dans le massif alpin.
Et l'enjeu, c'est d'accompagner les territoires à penser la vie à l'année sur ces zones de montagne en fonction de leurs spécificités, de leurs particularités, notamment dans les questions d'accès des services au public, les enjeux liés à la dématérialisation, donc Claudine a notamment parlé précédemment. Et dans le cadre de nos actions, on a notamment un projet donc, qui s'appelle effectivement Habitalp et que je vais détailler un petit peu plus précisément aujourd'hui. Ce projet il s'inscrit sur 3 axes avec un seul objectif qui est vraiment d'accompagner les territoires alpins face aux enjeux, désolé pour la coquille, de l'habitabilité en zone de montagne et plus particulièrement la question du logement et de l'accès au logement pour les populations qui viennent vivre en montagne. 3 volets, un volet plateforme, donc il y a une plateforme en ligne qui existe qui s'appelle habitalp.fr qu'on a pu déployer grâce à un soutien du fonds de dotation Qualitel en 2023 qui nous a permis de créer cette plateforme qui vise à recenser en fait toutes les bonnes initiatives et les bonnes pratiques qui existent en faveur du logement en zone de montagne et notamment les nouveaux modes de logement. J'ai entendu tout à l'heure parler d'habitat inclusif. C'est aussi une forme d'habitat qu'on peut retrouver en montagne, habitat intergénérationnel, tiny house, mais aussi accueil de travailleurs saisonniers en camion, par exemple. L'autre axe d'Habitalp, c'est d'appuyer les territoires sur cette thématique de la vie en montagne. C'est un appui qu'on propose à la fois sous forme de prestation quand on doit aller un petit peu plus loin dans les diagnostics, mais plus globalement dans le cadre d'un projet qu'on porte à l'échelle du massif alpin et qui est notamment soutenu par la Convention interrégionale du Massif alpin, donc les 2 régions alpines et le comité de Massif des Alpes au travers du FNADT. Et enfin, le 3e axe, et c'est celui que je vais vous présenter un petit peu plus, c'est le kit de concertation citoyenne itinérant qu'on est en train de déployer. Effectivement, Emmanuel l'a dit, c'est tout neuf. On a eu un soutien de la Massif pour nous permettre d'acheter un équipement de base et nous permettre de déployer ce kit dans les territoires. Alors avant de vous présenter le kit, l'idée c'est de vous expliquer pourquoi on s'intéresse à la question du logement en zone de montagne. Je pense que c'est aussi une problématique générale, mais elle est peut-être particulièrement tendue en zone de montagne avec d'un côté une baisse démographique sur certaines zones, le départ de jeunes actifs des territoires qui ont du mal à revenir et à retrouver un logement, une augmentation de la part des résidences secondaires et en même temps des difficultés pour recruter, que ce soit à la saison ou même à l'année, donc avec des vraies problématiques de faire venir des personnes, de les installer sur le territoire pour qu'elles puissent répondre aux besoins et aux enjeux économiques de ces territoires. Ça, c'est un petit peu un constat très, très rapide. Et face à ça, finalement, on a différents types de populations qui se croisent en montagne. Ça va être la slide qui est juste après. Voilà, on va croiser à la fois des travailleurs saisonniers, des pluriactifs, des jeunes actifs qui, eux, ont peut-être une activité à l'année qui veulent le développer, des résidents secondaires, des gens qui sont installés sur le territoire depuis très longtemps et des élus locaux qui souvent se demandent comment on peut rendre attractif le territoire avec cet enjeu pour certains territoires de montagne de basculer d'une économie à dominante touristique vers plutôt une économie présentielle. Donc, l'enjeu de notre kit de concertation, c'est avec donc l'appui d'un vélo à assistance électrique et d'une petite remorque dépliable, c'est vraiment de venir poser la question des enjeux liés au logement et à la vie en zone de montagne sur la place du village. Très clairement, c'est de déployer des logiques de résidence territoriale pour mettre le sujet au centre, qu'il soit visible par tous et de pouvoir un petit peu susciter la curiosité, mais aussi interpeller les personnes sur c'est quoi les enjeux liés au logement, quelles sont les idées qu'elles ont, comment elles font face à peut-être l'arrivée des tiny house sur certaines zones, qu'est-ce qu'elles pensent de l'habitat intergénérationnel, etc. C'est vraiment de recueillir leurs idées, de les impliquer aussi dans cette problématique qui finalement les conserve, puisque si il y a des difficultés pour les personnes d'arriver sur le territoire, de se loger, c'est potentiellement derrière des services qui peuvent plus fonctionner et pas uniquement que sur la saison touristique. On parle aussi d'un enjeu de maintien des services à l'année, etc. Donc le kit, il a un système de base, on va dire, qui est la slide juste après. Et l'idée, c'est de pouvoir l'ajuster en fonction des attentes des territoires pilotes. Nous, la méthodologie, on l'a pensée en 3 temps. Un temps préalable d'échange avec le territoire d'accueil sur les objectifs qu'il met dans cette démarche de concertation, les actions qu'il a déjà pu mettre en œuvre, qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné, et qu'est-ce qu'il attend concrètement de cette mise en place.
À l'issue de cette première phase, nous, on va ajuster le kit de concertation, on va le déployer avec lui sur les zones qui semblent le plus pertinent, peut-être en itinérance sur le territoire et pas uniquement dans le chef-lieu de l'intercommunalité, par exemple. On est en zone de montagne, mais aussi en zone rurale. Donc, on n'oublie pas que c'est important d'aller vers les publics. Et puis, au-delà de recueillir la parole des habitants au travers de ce kit, donc vous le voyez, un photolangage, prendre de l'information, une boîte à lettres pour déposer des idées, des ateliers pour concevoir le logement en zone de montagne demain, des temps d'échange, etc. L'idée, c'est de pouvoir identifier qui dans ces citoyens pourraient être des acteurs clés pour constituer des groupes de travail et des groupes de projets pour venir en appui et en réflexion avec la commune, pardon, sur la mise en œuvre d'actions concrètes. En fait, cet outil-là, c'est juste une étape pour accélérer la mise en œuvre d'actions concrètes sur le territoire et de s'assurer qu'elles sont en phase avec les attentes des habitants. On a vu des territoires qui ont engagé des démarches et des actions en faveur du logement et où ça a été peu ou mal perçu par les habitants parce que finalement, il n'y avait pas eu cette étape de concertation. Donc nous, les effets qu'on attend au travers de ce kit, c'est d'une part favoriser l'interconnaissance des habitants d'un même territoire et se rendre compte que même s'ils n'ont pas tous le même usage du territoire, ils ont probablement des besoins communs et voir potentiellement la possibilité de développer des solutions et des réseaux d'entraide entre eux. Rendre visibles les nouveaux modes de logement et montrer des initiatives qui fonctionnent ailleurs pour que ça puisse être inspirant et peut-être aussi lever des a priori sur certains modes de logement qui existent, notamment pour les travailleurs saisonniers. Donc vraiment appuyer le passage à l'action. Forcément, la finalité, ce qu'on cherche à faire, c'est permettre à des personnes de s'installer durablement sur le territoire et créer en fait des dynamiques avec de nouveau des logements plutôt en location peut-être à la vente, mais en tout cas avec de nouveau des logements disponibles sur ces zones très tendues et valoriser les bonnes pratiques des territoires. Voilà de façon très succincte ce que je pouvais vous dire. Au-delà de ce kit, nous, on a proposé une note sur les enjeux liés au logement saisonnier et à l'habitat permanent en zone de montagne qui est disponible dans nos ressources sur le site internet de l'association et qui reprend aussi un petit peu toutes les bonnes pratiques et les inspirations qui existent déjà et qui ont fait leur preuve en matière d'habitat et de mobilisation des citoyens sur cette thématique. Merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation rythmée. J'ai essayé de tenir le timing qui me restait. C'est parfait. On avait commencé avec quelques minutes de retard, mais je vois que nos intervenants précédents ont pu répondre aux différentes questions qui étaient posées dans le chat. Merci beaucoup. Ça me laisse les quelques secondes qui nous restent dans le timing qu'on vous avait annoncé pour déjà vous remercier, mesdames et messieurs, les intervenants du jour pour voilà, avoir brillamment illustré la façon dont les habitants pouvaient être associés aux réflexions, mais aussi à l'action et à la mise en œuvre voilà, concrète de ce qui constitue un projet de revitalisation et de ces petites actions qui font au quotidien le changement d'image des centres-bourgs et des centres-villes. Il nous reste, nous, un dernier webinaire de la saison thématique qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 16 avril à 14 heures, et qui sera consacré à un troisième et dernier travaux pratiques pour évoquer le tiers-lieu Chlore de Bastide de la commune de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Merci encore à toutes et à tous et j'espère que ce webinaire et ces expériences ont été inspirantes. À très bientôt. Bonne journée à tous.